que vous ayez, pour ceux qui n'étaient pas là aux deux premières réunions, un peu l'idée de la manœuvre générale que nous allons mener ensemble en fait. Alors, ça vous sera réexpliqué par le commandant Redouté, qui est le commandant qui est chargé dans mon état-major de cette mission, qui m'a été confiée par la ministre, et puis le commandant Guéry, qui a fait un travail absolument considérable qui va vous être un peu décrit, pour que, vous allez voir, pour qu'on puisse essayer, rien n'est jamais garanti, mais de trouver au plus vite. C'est ça notre but. Et donc on a fait, depuis le mois de février, sur la localisation, on a refait travailler avec des moyens extrêmement modernes qui n'étaient même pas existants il y a un an, grâce au CEA, grâce au commissariat à l'énergie atomique. On a fait retourner des calculateurs, etc. Et vous allez voir que l'on espère du coup pouvoir commencer les recherches au bon endroit. C'est ça l'idée. De façon à ce que... Alors après, je ne peux rien vous garantir. On va vous expliquer que pour le San Juan, les moyens qui ont trouvé à la fin de San Juan sont passés 5 fois au-dessus du sous-marin avant de le localiser. Donc, alors c'était certes sur la falaise, c'était peut-être plus compliqué, mais c'est pour bien vous dire que je ne peux rien vous promettre à ce stade, même si on a mis toutes les chances de notre côté, à commencer par la localisation, mais également par les moyens qu'on va mettre pour la recherche. C'est ça qu'on va vous expliquer ce matin. On va donc, je vais laisser la parole à mes deux adjoints qui vont vous expliquer comment on va faire, quel est le plan, sachant que ça commence demain. C'est pour ça qu'on a calé cette réunion aujourd'hui, pour que vous soyez bien au courant. Et puis, après, je terminerai par quelques mots, et ensuite, on aura un échange pour toutes les questions que vous voudriez poser sur ce qui va se passer cet été. Voilà, alors, Martin, à vous. Merci bien. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de revenir sur ce qu'on a fait en février en quelques mots pour comme ça on va repartir de notre dernier échange qu'on avait eu fin février. La ministre en fin d'année 2018 a décidé donc de reprendre les recherches de la Minerve qui avaient été suspendues en 1970. Et donc pour cela, le chef d'état-major de la marine a confié donc, à l'amiral, à SECMED, le soin d'assurer la direction des opérations de recherche. Donc l'amiral et donc, son état-major, on est vraiment chargé de la direction des opérations. C'est une campagne où on a besoin de deux types de moyens, et je vais y faire allusion tout au long de ma présentation, et je l'avais déjà dit en février. Donc on a besoin de moyens de recherche, donc la plupart du temps c'est des drones de recherche, et on a besoin ensuite des moyens d'identification, donc soit un drone, soit un robot, soit un sous-marin, qui est capable d'aller faire une photo pour confirmer, sans absolument, pour ne plus avoir de doute, en disant, ben voilà, cet objet-là qu'on a vu avec le drone, c'est de manière certaine la Minerve, ou alors ce n'est pas ça. Voilà, donc on a commencé en février, mais en février, c'était pas la campagne. En février, on avait quelques jours où les moyens étaient disponibles parce qu'il y avait des essais techniques qui étaient menés par l'Ifremer, voilà, dans le cadre de leurs activités, et ces essais se déroulaient au large de Toulon. Et donc on avait profité de deux séquences pour faire des petits relevés d'opportunités, mais ça n'avait rien d'une campagne telle qu'on va vous présenter ensuite. Donc dans la nuit du 7 au 8 février, tout d'abord, le Pourquoi pas, donc ce navire de l'Ifremer, avait fait un relevé global dans la zone avec son sonar de coque, mais avec une précision de l'ordre de 10 mètres qui ne permet pas de discriminer des échos tels que la Minerve. Et ensuite, du 17 au 20 février, pour vous rappeler, on avait mis en œuvre, depuis le Pourquoi pas, un drone qui avait fait 3 plongées, qui avait fait donc une recherche bathymétrique, donc qui relevait le niveau au fond de la mer, on va y revenir. Et puis également 3 plongées avec le Nautil pour aller voir les plus beaux échos qu'on avait relevés. Voilà. Donc tout ça, on l'a fait, vous voyez sur la carte, donc on est au large de Toulon, à peu près à 20 km,
Et la zone qui avait été investiguée, c'est la zone qui est colorée ici, voilà, sur l'écran. Alors, ce que nous avait enseigné ces quelques jours de recherche, et je reprends ici en introduction ma conclusion de notre dernier entretien. Rappelez-vous, en 3 jours, et donc vous avez d'abord sur la gauche ici ce que voit le drone, les drones. Donc en 3 jours, on avait relevé à peu près 150 anomalies sur le fond, donc 150 sondes douteuses. Alors, la plupart sont des échos de petite taille. Et quand on recherche avec le drone, on s'intéresse à 2 types de choses. D'abord, on cherche les gros échos, voilà, pour voir les échos de 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Et ensuite, on cherche des zones où il y a des concentrations de petits échos. Voilà, donc ça, c'est les 2 critères qui peuvent nous alerter. Et donc, on avait à peu près 150 sondes douteuses, mais là, rien vraiment de significatif dans la zone dans laquelle on a cherché. On a investigué une zone de 30 km², donc ça, c'est l'ordre de grandeur à avoir en tête. Et les conditions météo étaient très favorables. Bon, le deuxième point, c'était ce qu'on a vu avec le Nautile. Donc ça, ce sont les images que vous avez à droite. Tous les objets qui ont été vus par le Nautile, et même les plus anciens, donc il y a des objets qui sont là depuis plus de 50 ans, il n'y en avait aucun qui était enfoui. Voilà, donc, quand on a commencé à réfléchir sur ce dossier, on se demandait qu'est-ce qu'on allait chercher. Est-ce que potentiellement l'épave a été enfouie dans le sol ou recouverte de vases, de sédiments, ou est-ce que... voilà. Et ce qu'on voit dans cette zone-là, c'est qu'il y a tous les objets qu'on a vus, il n'y en a aucun qui est enfoui. Donc, ils sont tous posés sur le fond, et voilà. Donc il n'y a pas d'enfouissement, donc ça c'est quelque chose qui nous rassure un petit peu. Voilà, donc, ça, c'est un des enseignements de février. Voilà. Et puis on en a retiré quelques enseignements sur la calibration de nos appareils, sur le rythme de campagne, hein, puisqu'on a vu le temps au moment où on met à l'eau le drone, le temps qu'il faut pour dépouiller les résultats, ensuite les exploiter. Voilà, donc on a tiré. Donc voilà, ça c'était pour vous remettre un peu en mémoire là où on s'était arrêté. Alors, la présentation d'aujourd'hui, on vous propose de mener ça en 3 temps. D'abord, vous expliquer, donc on s'est penché sur tout le dossier qui est disponible aux archives de la Minerve, et on a essayé d'extraire de ce dossier tous les indices qui peuvent nous aider à commencer par le bon endroit pour reprendre la formulation de l'amiral. Et donc tous les indices qui nous intéressent dans notre réflexion sur la localisation de l'épave, on a essayé de les trouver. Et donc c'est cette partie qui va vous être présentée par le commandant Guéry. Ensuite, dans un deuxième temps, on vous expliquera comment nous on a bâti notre stratégie de recherche. Hein, donc concrètement, dans quel ordre on va séquencer les opérations. Donc c'est une stratégie que l'on voit sur le long terme, hein, qui va au-delà de la campagne qu'on va mener cet été. Mais on va vous présenter cette stratégie. Et puis ensuite, on vous présentera à proprement parler ce qu'on a prévu de faire cet été, et donc qui va commencer de demain. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole au commandant Guéry. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc l'amiral Duché m'a chargé donc de revoir le dossier avec comme simple objectif de retrouver finalement ou de déterminer une zone la plus restreinte possible pour faire ces recherches. Donc je suis revenu sur toutes les archives, tous les comptes rendus originaux, tous les faits bruts en fait, les différents témoignages et comptes rendus qui avaient été faits. Et mon idée a été d'avoir une relecture de ce dossier avec une approche technico-opérationnelle. Comme l'amiral, je suis sous-marinier, donc il y a un certain nombre d'événements ou de faits que j'ai pu facilement relier, ou en tout cas relire avec une vue, j'espère, la plus objective, et pour pouvoir un peu chaîner et mettre en relation et en cohérence les différents faits qui m'étaient présentés. Donc cette relecture, elle a commencé par étudier les indices, comme cela a été rappelé, donc des différents indices que j'ai essayé de relier. Alors j'ai commencé simplement en prenant une grande carte, parce que certains peuvent en témoigner, c'est une quinzaine de gros dossiers, hein, qu'on peut trouver aux archives à Toulon ou à Vincennes.
Donc vous avez voilà, Il a passé 4 ans. donc on a déjà un énorme volume voilà, auquel il faut ne pas se perdre, et puis en les reliant, en essayant de les mettre en relation. Et gros, donc là, l'idée, c'est que je vous présente un petit peu comment j'ai exploité ces indices et comment j'ai pu les mettre en relation. Pour retenir, il y a trois familles d'indices, 3 groupes d'indices que j'ai fait ressortir. D'abord, les éléments sismiques. Alors, au moment de l'accident, l'implosion du sous-marin a provoqué des secousses sismiques qui ont été enregistrées sur différentes stations à terre. Et à l'époque, donc, ces enregistrements ont été analysés, rejoués en faisant des simulations avec des outils en tout cas étudiés pour essayer de reproduire des situations qui pourraient s'approcher du moment de l'accident et pour pouvoir avoir une localisation source la plus précise possible. Donc, ces enregistrements ont été analysés avec un certain nombre de scientifiques, dont le professeur Rocard, qui travaillait au CEA, et le professeur Rocard, dont nous avons retravaillé notamment les cahiers, donc les notes à partir desquelles il regroupait tous ces éléments pour son travail. Donc là, sur cette carte, on voit différents points verts. Alors, je vais vous les expliquer. Je sais pas, alors, grosso modo, vous voyez, il y a 3 cercles verts. Ça correspond aux positions déterminées à l'époque par le CEA de la zone d'implosion. Alors, elles ont été affinées, recalculées, mais vous voyez, donc, ces 3 zones sont situées donc, à proximité du secteur T65. Alors, T65, c'est le secteur d'exercice dans lequel devait travailler le sous-marin. On voit que c'est à cet endroit que se sont concentrées les recherches à l'époque. Voilà. Et puis, le petit carré vert que vous avez, le rectangle vert que vous avez en dessous, c'est l'Institut de la physique du globe. Donc c'est un autre centre qui n'a pas les mêmes stations à terre. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais c'est un autre organisme qui avait des stations qui mesuraient des secousses sismiques. L'Institut de la physique du globe, qui existe encore aujourd'hui et qui dépend du CNRS, voilà, qui avait fait son impression. Donc on voit des zones un peu dispersées, parce qu'il y a quand même plusieurs kilomètres entre chaque point, et par des fonds assez importants. Voilà. Voilà, donc là, je vous parlais des cahiers du professeur Rocard. Donc voilà, on voit, c'est les écrits, où sont consignés un peu toutes ces annotations, ces calculs et ce raisonnement. En mars 2019, donc c'est vraiment il y a quelques mois, on est entré en relation avec donc le CEA pour retravailler à partir donc, des cahiers du professeur Rocard et essayer de déterminer, donc avec les moyens d'aujourd'hui, ça c'est vraiment important de bien se mémoriser, c'est des moyens qui n'existaient pas en 2018, donc des moyens de recalcul pour essayer de déterminer, à partir des temps mesurés au niveau des stations à terre, la zone où pourrait se situer cette explosion d'origine. Et donc on a trouvé une grande zone, vous voyez, c'est l'ellipse, là, l'ellipse bleue. Alors, et ce que vous voyez en haut, là, les 4 triangles, ce sont les stations à terre, donc, qui ont mesuré ces secousses. Alors, si vous regardez la latitude, en nord, on voit que l'échelle est très dilatée. Et en l'occurrence, vous voyez, là, ces stations se situent dans les Alpes à peu près, donc on voit que la zone possible, elle est encore presque plus grande que les premiers calculs qui avaient été faits. Donc, je l'ai porté en avril et on voit, donc là c'est schématiquement l'ellipse bleue que vous avez vue, mais je l'ai mis en pointillé parce qu'en fait elle est encore beaucoup plus grande que ça. Donc on comprend que là, on est un peu perplexe parce qu'on arrive avec une certaine, avec les puissances de calcul à être sûr de notre zone, mais la zone est plus grande. Donc c'était passé discriminant, insuffisant, donc on a retravaillé à partir d'un certain nombre de données. En l'occurrence, cette méthode avait été éprouvée notamment pour retrouver le San Juan, donc il fallait mieux comprendre. Et donc en discutant, en échangeant avec le CEA, ce qu'on a compris, c'est que ce qui était vraiment important,
c'était d'étudier ce signal. C'était vraiment le signal mesuré par les stations inter qu'il fallait analyser au plus près pour extraire de l'information. C'est ce qui avait été fait pour le San Juan, et c'est ce qui a été fait aussi pour l'Eurydice, disparu 2 ans après la minérale, et qui avait été localisé. Donc, on a rejoué pour essayer de retrouver avec les méthodes. Enfin, on a pas mal échangé. Et le CEA m'a dit, mais en fait, il y a quelque chose qui nous manque, peut-être, c'est d'avoir la forme des signaux du jour du 27 janvier. Or, à Vincennes, voilà, en fouillant dans les cartons, et pour le coup, la doc du CEA, c'est peut-être la doc peut-être la plus volumineuse et la plus difficile à décrypter. Et on a retrouvé les signaux d'origine avec les différentes stations, les 4 stations. Et lorsque je suis tombé sur le document, le CEA l'a analysé et les experts étaient assez visiblement heureux parce que sur ces courbes, alors on ne le voit pas à l'œil nu, mais on peut décrypter dans la forme des ondes, ce qu'on appelle des ondes secondaires. Donc c'est assez technique, hein, qui permettent de comprendre, en fait, c'est des sortes d'échos sismiques avec des résonances assez compliquées et qui permettent d'affiner en fait la grande ellipse que vous aviez au début. Et donc les travaux ont poursuivi et en mai, c'est comment dire, donc le compte rendu est arrivé au courrier il y a quelques jours, le compte rendu officiel du CEA a pu déterminer une zone de présence probable du sous-marin beaucoup plus restreinte. Donc ça, c'est la véritable échelle. Donc c'est une zone dans laquelle voilà, l'implosion aurait eu lieu. Voilà. Donc avec une certitude, je dirais plus étayée, notamment par des moyens de calcul qui n'existaient pas il y a 6 mois. Voilà. Bon, accessoirement, vous voyez que cette zone, elle est disjointe, elle n'est pas là où les recherches précédentes avaient lieu. Et elles sont un peu plus au large. Voilà, donc ça c'est le premier groupe d'indices, c'est la sismique. Ensuite, le deuxième groupe d'indices, c'était l'avion avec lequel le sous-marin travaillait un petit peu avant l'accident. Là également, retour sur les témoignages, les comptes rendus, analyse des registres, analyse du vol, parce qu'il y avait eu des échanges qui étaient faits à la radio, des échanges au niveau du radar, des azimuts. Donc on a repris la carte, on a interrogé des pilotes qui avaient piloté sur ce genre d'avion, notamment à l'état-major, l'adjoint opération de l'amiral. Il a été commandant d'aéronef sur ce type de... Donc il a pu apporter son témoignage. On a dit, bon, comment vous analysez lorsqu'on a telle et telle information. On a rejoué le vol avec l'effet brut. Et puis, du coup, à partir de la dernière position estimée du sous-marin par l'avion, donc à 7h35, donc une demi-heure avant, eh bien, on part de cette position, et là, objectivement, on dit, bon, on a une certaine incertitude, notamment due au vent, parce qu'à l'époque, enfin, les heures précédentes, il y avait un fort Mistral, donc on voit qu'il y a une incertitude dans le sens du Mistral qui est un peu plus élevé, puis une incertitude liée aux appareils de l'époque. Il y a on regarde la précision de vol avec les calculateurs de vol, etc. Donc on détermine une première zone de présence, et puis après, bah, on part simplement on part de l'hypothèse qu'il va rejoindre a priori son secteur d'exercice, et donc cette zone-là, c'est la zone où entre 7h35 et 7h59, à une vitesse de progression assez élevée, où il peut être. Donc, deuxième indice. Le premier était là, deuxième indice. Ensuite, alors vous voyez là, j'ai mis un exemple de message qui est en fait le compte-rendu du pilote en disant tout ce qu'il a fait, les différents contacts, notamment les derniers messages qui ont été échangés entre le sous-marin avec les horaires. Donc c'est un peu technique, un peu. Donc pour ça, il faut reconstituer avec des yeux de sous-marinier ou en tout cas d'opérationnel, on peut comme ça mieux restituer. Voilà. Troisième groupe d'indices. Voilà, alors après, il y a des calculs. Alors ça, c'est les calculs sur
l'incertitude de NAV, parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup travaillé à l'époque. Donc ça, voilà. Alors ça, c'est un document que j'ai retrouvé avant-hier au SHD à Toulon. Et donc, il y a aussi des choses, ça c'est un peu là, c'est que les archives sont très riches, très volumineuses. Je pense que certains l'ont expérimenté parce qu'elles sont consultables. Mais elles sont certainement exhaustives dans leur ensemble, mais certaines, ce calque, par exemple, n'était visible qu'à Toulon. Donc voilà. Donc il fallait faire bénéficier un peu des travaux complémentaires des différents SFG, ce qui a été fait. Et ça, c'était avant-hier. Troisième groupe d'indices, c'est ce que j'ai appelé les indices surfaciques, donc c'est tout ce qu'on a retrouvé en surface, notamment les traces d'hydrocarbures et d'huile. Alors là, c'est pareil, on voit comme ça directement. Je vous ai dit quelques jours avant, il y avait un fort Mistral. Donc le Mistral, c'est un vent qui vient du nord-ouest. Voilà, vous voyez bien qu'on estimait le sous-marin ici, avec des traces plutôt à l'opposé. Alors ça laissait perplexe pas mal de gens au moment de l'enquête. Alors là, pour le coup, les progrès qu'on a fait aussi en océanographie ont été clés. Parce qu'on avait du mal, alors on avait des principes de thermodynamique, de flux entrant, flux sortant, on avait une bonne connaissance, mais on n'arrivait pas à expliquer. Là, j'ai regardé toutes les dépositions des différents marins qui ont vu les tâches. Et là, elles sont sans appel. Sur la taille des différentes boulettes, sur l'odeur du gazole. Un premier maître qui dit je suis sûr que c'est du sous-marin, du gazole de Daphné, je suis sûr que c'est la Minerve. On peut pas ne pas le prendre en considération. Et quand vous en avez 10, donc il faut le prendre en. Donc ça c'est quelque chose voilà, qui nous a bien attaché. Donc il faut considérer cet indice. Ensuite, alors c'est là où on est aidé aussi par les différentes avancées scientifiques. On a un certain nombre de capteurs sur zone, notamment ici dans cette zone, des capteurs Musk, avec des courants qui mesurent entre 2000 et 4000 mètres de fond, des capteurs qui mesurent le courant en profondeur. Et ça, alors, forcément, ça a 10 ans. Donc on a des statistiques depuis 10 ans, notamment l'hiver. On a réussi à faire un certain rejeu, et ce qu'on peut dire, c'est que il existe un courant nord qu'on commence à bien appréhender, qui est assez prédominant, qui en fait, dont le flux est globalement à l'ouest-nord-ouest. Plutôt fort l'hiver, entre 0 et 400 mètres, et qui porte au nord-ouest. Et donc, au nord-ouest, pardon. Donc, ce qui est un peu contre-intuitif. Donc, ça, on a fait travailler le CHOM, des organismes de pollution. On s'est appuyé aussi sur l'expérience d'événements récents. En Atlantique, souvenez-vous, il y a eu l'America Grande qui a sombré. Donc à partir de ça, on a pu mesurer les vitesses de remontée du gazole. Parce que très profond, il fait froid, il y a de la pression, la remontée est très très lente. Et donc là, typiquement, c'est quelque chose qui a été réévalué parce que une boulette d'huile met à peu près 15-20 heures pour remonter de 2400 mètres. Donc vous imaginez qu'entre 20 heures, il peut être soumis à des courants, et les courants en l'occurrence, c'est de l'ordre de 20-30 cm/seconde. Donc c'est quelque chose qui peut être assez fort, variable et prédominant à cette saison et dans l'immersion. Et donc, à partir de ces indices trouvés plusieurs heures après, ça c'est des indices qui ont été retrouvés le lendemain et même les jours d'après. Celui-là, c'est quelque chose qui a été vu par un avion 2 jours après. On peut, en fait, en revenant à rebours, imaginer une zone de présence possible. Et grosso modo, alors on a encore, enfin, c'est des choses qu'on n'a pas encore objectivées formellement, mais la zone de provenance possible, elle est à la fois, elle est tout autour et elle englobe elle englobe le Canada. Elle est bien un peu plus nord, mais donc elle n'est pas, en tout cas, elle vient conforter l'analyse qu'on a faite jusqu'à maintenant. Voilà. En tout cas, les courants, enfin ce qui aurait pu remonter du sous-marin ne remonte pas de façon rectiligne, tout droit. C'est compliqué. Et puis voilà. Puis là, pour le coup, dans les courants marins, il y a une dose. Enfin, on peut avoir des surprises. Donc c'est quand même encore une zone où on a beaucoup de progrès à faire. Mais en tout cas, ça a conforté et c'était pas complètement. Ces indices ont pu être reliés entre eux. Voilà, donc là, c'est des études des couples. On voit que le courant est beaucoup plus fort entre 0 et 400 mètres en immersion.
Voilà, donc au bilan, sur ces groupes d'indices, on constate que notre analyse permet finalement de dégager trois zones qui se superposent, donc avec une certaine cohérence dans nos travaux, une cohérence dans ce qu'on a trouvé, ce qui était de nature à nous mettre en confiance. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de vous expliquer comment, à partir de ces éléments, on a bâti notre stratégie de recherche, c'est-à-dire la manière dont on va séquencer les choses à l'avenir. Alors, bon, c'est une vue un peu chargée, donc on va prendre un peu de temps dessus. Donc, tout d'abord, vous retrouvez les trois groupes d'indices de manière qui vous ont été présentés. Donc, le carré vert qui est ici, ça correspond au premier groupe d'indices, donc les éléments sismiques. Ensuite, la pastille qui est ici en violet, ça correspond aux éléments liés à l'avion. Et ensuite, la zone n'est pas matérialisée, mais les indices surfaciques sont manifestés en surface ici et peuvent provenir de toute la zone. Vous ne retenez pas simplement C65 comme aussi une zone. Voilà, on va en parler, j'y viens. Donc ce qu'on a décidé, c'est que la zone qui nous semble prioritaire à investiguer en priorité, c'est la zone qui correspond au carré du CEA. Donc c'est le premier carré rouge que vous allez voir ici. Donc ce carré, il fait à peu près 330 km². Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Ce carré, donc, qui est quand même assez vaste, nous avons décidé de le diviser en trois sous-zones. Et comment on a priorisé donc, ces trois sous-zones-là, zone 1, 2, 3, elles ont des formes différentes, mais elles font à peu près la même aire, de l'ordre d'une centaine de kilomètres carrés. Et on a choisi de privilégier le coin qui est en nord-est, en haut à droite, en particulier parce que c'est la zone qui concentre le plus d'indices. Et ensuite, on y a ajouté un élément supplémentaire, c'est qu'on sait que la Minerve, dans la nuit précédant l'accident, avait fait un passage à Toulon pour débarquer un des marins. Voilà, donc ça c'est un élément qu'on prend en compte, donc on fait des petits calculs avec l'élongation max, la distance maximale à laquelle peut être le sous-marin, et on en déduit en prenant en compte des vitesses qui sont raisonnables, parce que c'est un sous-marin qui ne peut pas aller très vite. On en déduit quand même une élongation qui favorise qui nous incite plutôt à commencer par la zone 1 qui est matérialisée ici sur cette vue. Donc voilà, on commence par ce carré prioritaire qui est découpé en trois parties d'environ 100 km². Ensuite, une fois qu'on aura investigué les zones 1, 2, 3, notre intention c'est de poursuivre les recherches ici autour des éléments de l'avion pour terminer de blanchir ce groupe d'indices liés à l'avion. Donc c'est ici la zone matérialisée numéro 4, une zone qui fait, je ne l'ai pas noté ici, mais ça fait à peu près 160 km², l'ordre de grandeur. Voilà. Et ensuite, donc une fois qu'on aura balayé ces quatre premières zones, on va investiguer de manière plus large en remontant vers le nord. Donc c'est la zone 5 qui est ici. Alors là, la zone 5, elle est beaucoup plus vaste. Elle fait plus de 500 km². Et c'est une zone qui inclut les deux secteurs zonexes. Donc là, je vais répondre à votre question. Cette zone, on l'a bâtie pour qu'elle comprenne l'intégralité du secteur T65, donc ce secteur-là qui était attribué à l'exercice de la Minerve, et également le secteur voisin, le secteur T66, qui n'était pas occupé. Cette zone 5, on l'a également bâtie pour qu'elle englobe toutes les manifestations en surface qui sont au nord. Alors, voilà, vous voyez déjà un peu comment se décident les choses, mais on a commencé un petit peu à en parler auparavant. On ne va pas forcément faire les choses dans l'ordre des numéros, mais un peu quand même. En fait, on a le retour d'expérience du sous-marin argentin, le San Juan, qui a été retrouvé en fin d'année dernière après un an de recherche. Et le retour d'expérience du San Juan, il nous montre qu'avant de trouver l'épave, ils sont passés plusieurs fois avec des mêmes moyens et des moyens différents au même endroit avant de localiser.
Et donc ça on le garde en permanence en tête. Alors même si les fonds ne sont pas forcément comparables ici à Toulon et au large de l'Argentine, mais on le garde en tête. Et ce qu'on envisage à ce stade, c'est avant d'investiguer la grande zone 5, on s'assurera d'avoir fait plusieurs fauchés dans les zones 1, 2, 3. Donc qui est notre zone de plus enfin, qui est notre plus forte probabilité. Voilà. Donc on sait qu'il y a une part d'incertitude, donc voilà, il faut. Donc voilà, on va commencer par 1, 2, 3, puis 4, et puis ensuite on va refaire des passes pour vraiment consolider nos résultats, être, dans la mesure possible, être certain qu'on a bien blanchi ces zones, et ensuite on étendra la stratégie de recherche vers la zone 5. Voilà la manière dont on a pensé un peu les opérations. Alors pour vous décrire maintenant un petit peu ces zones. Là, vous avez une vue qui représente un modèle des fonds sous-marins. Donc, en violet, ce sont les fonds par à peu près 2400 mètres. Et puis ensuite, au nord, on remonte au-delà du talus par 900 mètres. Donc, vous voyez que le premier élément intéressant, c'est que les zones 1, 2, 3, donc nos zones prioritaires, elles sont situées par des fonds qui sont relativement plats. Voilà, c'est pas un désert, hein, donc c'est pas tout plat. Mais en tout cas, en comparaison de la zone qui est plus au nord, qui correspond à une falaise, à un talus, qui est très, très accidenté, on est là dans une zone qui est quand même relativement plate. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit, mais là, on est à environ à 35 km au sud du Cap Sicié. Vous avez ici. Voilà, pour, là encore, vous fixez quelques ordres de grandeur. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on soit dans cette zone, puisque les drones de recherche que j'évoquerai plus tard, ils sont plus performants par fond plat, et en tout cas ils vont plus vite. Et dans les zones accidentées, et ben, pour aller investiguer toutes les petites criques au fond de l'eau, il nous faut beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on soit sur des fonds qui sont moyennement accidentés. Voilà. Et le deuxième point que je voulais souligner ici, c'est finalement que ce sont des zones qu'on connaît assez mal. Puisque ce sont des zones qui n'ont jamais été investiguées, en tout cas avec des moyens modernes performants. Et alors vous voyez cette carte, vous voyez, c'est tous les objets que l'on connaît, qui sont dans la zone. Et en fait, vous voyez qu'il n'y en a pas. À part les câbles sous-marins, donc voilà, il y a une multitude de câbles sous-marins qui passent un peu partout dans la zone. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de. On n'a aucune matérialisation d'épave connue. Voilà. On a un petit peu mentionné tout à l'heure, Thomas Guéry l'a dit, cette zone qui est ici en bleu, qui est un observatoire du CNRS qui est posé au fond, mais qui est déjà un petit peu en marge de notre zone de recherche prioritaire. Voilà, donc une zone pas très bien connue et une zone qui en tout cas qui n'a jamais été explorée avec les moyens performants. Et si je reviens à la slide, vous voyez que les recherches qu'on a menées en février, qui sont là, on est bien au nord de la zone qu'on envisage désormais. Voilà. Donc, on n'a pas de regret, hein. En recherche, en février, c'est des levées d'opportunités, donc on a pris les éléments qu'on avait et qui nous disaient que c'était là qu'il fallait chercher. Mais avec toute l'étude qu'on a faite, on a clairement abaissé le centre de gravité de nos recherches vers le sud et donc vers les fonds plats. Voilà, je vous propose maintenant de vous expliquer un peu ce qu'on va faire dans les jours et les semaines qui vont suivre. J'ai quand même une question pour vous. C'est que quand je lisais tous les documents, on pensait à l'époque que le sous-marin était forcément dans la zone T65. Oui. Pourquoi est-ce qu'en dans toutes ces intersections, vous n'avez pas fait une zone carrément qui partirait du postulat qu'il était bien dans son secteur? En fait, je pense que vous l'avez un petit peu compris, c'est que nous, on est reparti des faits bruts. C'est-à-dire, effectivement, on peut penser que le sous-marin est dans son secteur, mais ça, c'est déjà un jugement. Alors qu'aujourd'hui, on n'a pas d'indice dans le dossier qui nous dit que le sous-marin est dans son secteur. C'est les éléments objectifs qu'on a, les indices qui peuvent nous intéresser pour localiser, et nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse. On ne sait pas. Donc, voilà. Si vous raisonnez avec ce datum, on peut
pensait qu'il était en route vers son secteur. C'est un peu ce qu'on a fait, c'est d'où c'est sa certitude, vous voyez. Tout à fait. Parce qu'il a eu un contact avant l'exercice. En route vers son secteur, après il peut avoir une petite erreur de navigation. Ce secteur-là n'était pas attribué, donc il pouvait se dire à la limite, il n'y a pas de danger que je sois dedans. Donc en fait, le fait de dire qu'il puisse être dans cette zone-là n'est pas contradictoire avec pour l'esprit d'un sous-marinier. Évidemment, l'idéal c'est d'être dans son secteur, mais bon, à la limite, si pour des raisons de météo ou autre, il préfère être un peu plus bas, il le rejoignait. D'accord. C'est parce qu'on a raisonné en partant des. Enfin, ce n'est pas incompatible. C'est ça que je veux dire. Donc, je me demandais si on faisait l'intersection, on pourrait dire Oui. le 3, le carré noir. Chercher ça, quoi, c'est ça que je veux C'est dire. ça, oui. Ouais. Et ça, c'est pour ça que le 3, il est dans les secteurs prioritaires qu'on va. Alors, un petit mot sur enfin, dernière partie, sur la campagne qu'on va mener à présent. C'est une campagne qui va se dérouler en 2 phases. La première phase, c'est une phase pour laquelle nous allons utiliser ce bateau. Je vous l'avais déjà présenté en février. C'est l'Antea. Donc c'est un bateau d'État qui... c'est un petit catamaran, il fait à peu près un peu moins de 40 mètres de long, et qui va nous servir de bateau support pour la première partie du mois de juillet, donc en gros pour la première quinzaine. Et ce bateau, il va embarquer des moyens de recherche que je vais détailler ensuite. Le programme de ce bateau, donc aujourd'hui, le bateau a pris la mer pour des essais techniques, mais qui ne vont pas du tout être dans la zone de la Minerve. Et donc le bateau apparaît demain pour un programme qui va lui permettre de mener 10 jours de recherche. Donc le rythme normal, c'est que vous verrez après les moyens, on a des plongées qui font à peu près une dizaine d'heures. Et donc il va être en mesure de réaliser une plongée par jour, donc soit 10 plongées sur la période. Et ça, c'est... et là, je vous renvoie au retour d'expérience de février. Ça, c'est la version où il fait grand beau, parce que ces moyens-là, qui sont quand même des moyens relativement légers, ils sont quand même très soumis à l'état de mer. Donc, aujourd'hui, d'après ce que nous disent nos spécialistes, on a une première semaine jusqu'au milieu de semaine prochaine dont on voit que les prévisions sont plutôt favorables. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais effectivement, si à un moment donné il y a un coup de mauvais temps, on n'arrivera peut-être pas à faire les 10 plongées et il faudra il y aura peut-être un peu quelques plongées qui devront être annulées pour qu'on puisse conduire. Donc c'est ce premier bateau qui va travailler pendant la phase 1, donc voilà, au large de Toulon, à 35 km. Donc à partir de demain matin, il sera de retour à quai en fin de journée du 13 juillet. Alors ce bateau, il va embarquer ce drone de l'Ifremer, que vous connaissez, parce que c'est celui-là qui avait fait les relevés d'opportunités en février. Et donc on avait eu l'occasion d'en discuter un petit peu. Ce drone-là, donc, il s'appelle Astérix. Pour votre mémoire, c'est un drone, donc on le met à l'eau depuis l'Antea, et ensuite il est programmé, il va faire son circuit au fond de l'eau. Il navigue à peu près à une distance de 50 mètres au-dessus du fond, donc il est programmé, il adapte son profil en permanence pour rester à cette altitude au-dessus du fond. Et donc il va nous donner une cartographie tous les jours d'une petite zone. Ce drone, il couvre à peu près 10 km² par jour. Voilà. Et donc, vous vous rappelez, en février, on a couvert 30 km², donc en trois plongées, donc voilà, la boucle est bouclée. Donc ce drone, il embarque un sondeur multifaisceau, donc ça c'est pour les éléments techniques, et c'est ce sondeur qui est embarqué à bord du drone et qui, avec ses faisceaux, va mesurer la bathymétrie et donc la cartographie des fonds. Voilà, donc la plongée, une dizaine d'heures, j'en ai parlé, et la résolution, c'est à peu près 1 mètre quand on navigue à 50 mètres d'altitude. Alors, cet AUV, nous, ce qu'on souhaite, c'est trouver le bon équilibre. Alors, le bon équilibre, pourquoi? Parce que on a la possibilité, cet AUV, on le fait naviguer à 50 mètres d'altitude,
Et ensuite, sur les meilleurs échos, on peut le faire une deuxième plongée, quelques jours plus tard, en le faisant naviguer plus près du fond, donc à 20 mètres d'altitude. Et plus il navigue près du sol, plus la finesse de ses relevés va être grande. Et donc, en naviguant à 20 mètres, on améliore encore la précision. Mais c'est un outil qu'il faut utiliser uniquement sur les meilleurs échos, parce que si à chaque fois qu'on a un écho un peu douteux, on refait une plongée pour aller vérifier, le risque c'est que la campagne ne soit pas du tout efficace. Donc il faut s'efforcer de balayer les grandes zones, et ensuite, sur les meilleurs, à la fin, sur les meilleurs échos, on les investigue, mais on ne procède pas à une investigation systématique. En tout cas, on ne replonge pas systématiquement sur tous les échos. Encore une fois, pour avoir une campagne qui soit relativement efficace. Donc voilà le drone qui sera embarqué sur l'Antea. Alors, bon, ça c'est une petite vue pour vous. Alors, la zone violette, c'est la zone 1 que j'ai présentée avant. Et là, vous avez je vous ai mis ce qui est prévu pour demain. Donc demain, le drone, hein, on va le mettre à l'eau dans un coin, alors je ne sais pas lequel ils ont prévu. Ensuite, il va faire au fond de l'eau, à 2400 mètres, il va faire ses rails. Alors il y a un petit recouvrement, bon ça c'est pour les éléments techniques, pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou, on a à peu près 30% de recouvrement entre ces deux passes, ce qui veut dire qu'il y a un peu moins de 200 mètres entre les lacets. Voilà, mais comme ça vous pouvez matérialiser ce que ça représente sur la carte. 10 km², ça fait ça. Voilà, donc, bon, pour demain c'est prévu ça, ensuite on va alterner, on va faire plus au nord, plus au sud, plus au nord, plus au sud, et puis ensuite on fera pareil ici, au nord, au sud, etc. On va avancer comme ça. Mais voilà, bon, il me semblait intéressant de vous montrer en tout cas ce qui est prévu pour demain. Il y a une raison particulière de cette orientation. C'est celle qui va permettre en fait d'être sûr qu'on a couvert la zone 1. En fait, notre objectif, c'est de couvrir pendant ces 10 jours avec l'Antea, de couvrir l'intégralité de la zone 1. Donc s'il fait beau, si on a de la chance, s'il n'y a aucune avarie, voilà, on espère bien blanchir toute la zone 1, enfin en tout cas faire une fauchée de la zone 1. On peut faire à 90 degrés. S'il y avait une raison technique. Non, je pense que c'est comme la météo. En fait, il est sous l'eau, c'est soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, mais ce qu'il faut, c'est le parallèle. Ouais. En fait, la météo, elle influe uniquement à 2400 mètres. Après, il n'y a plus d'influence. Mais c'est vraiment sur l'Antea, sur la capacité de. S'il y a trop de mouvements de plateforme, on risque d'endommager le drone au moment où on le met à l'eau. Donc c'est pour ça qu'on est limité. L'inclinaison du carré, le grand carré probable, en fait, elle provient des stations à terre qui ont servi au CEA. En fait, c'est le centre de gravité de ces stations, la moyenne de ces stations, qui donne cette inclinaison au carré. Ça se trouve dans les Hautes-Alpes. C'est pour ça que tout est c'est des ellipses avec le graphique jaune qui faut déjà orienter dans ce sens. Voilà ce qui est prévu pour la phase 1. Alors, vous voyez bien ici que on a uniquement des moyens de recherche. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de cette phase 1, on n'aura pas de moyens d'identification, donc on aura peut-être des échos qui nous semblent intéressants, mais en tout cas, on ne saura pas dire, on a la certitude que c'est la minière latéral droit. Voilà, c'est uniquement des moyens de recherche. Et donc, j'en viens maintenant à la phase 2. Alors, la phase 2, on a fait appel on a souhaité louer des moyens privés, des moyens civils, pour avoir des moyens performants. Et donc au moment où je parle, donc, il y a un appel d'offres qui a été lancé par le CHOM, qui a pris fin en début de semaine. Et donc à ce stade, on saura en milieu de semaine prochaine, vraisemblablement, le résultat de cet appel d'offres. Et donc cet appel d'offres, il prévoit la possibilité que, du coup, dans une deuxième phase qui correspond en gros à la deuxième moitié du mois de juillet, on puisse avoir des moyens complémentaires qui viennent faire à la fois de la recherche, pour prendre la suite de l'Antea si jamais on n'a pas d'indice, mais également de l'identification. Donc ce moyen qu'on a de bonnes chances d'avoir via cet appel d'offres, il sera capable de jouer sur les deux tableaux. Donc, on peut vous en parler parce que c'est juridique, mais il y a des réponses très favorables. Ce ne sera pas un appel d'offres infructueux.
Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui répondent aujourd'hui, qui sont capables d'être disponibles dans... Tout à fait. Oui, oui. C'est dans l'appel d'offres. Ce ne sera pas forcément le boutique qui ira. Non. Ce sera l'équivalent. Non, non, Le fait n'est pas disponible cet été. Lui, il est disponible pour l'automne. D'accord. Si on souhaite évidemment pas, on est à fait de cet été. Ce serait un appareil équivalent à. Alors, en fait, on a plusieurs possibilités pour. Alors, on ne sait pas aujourd'hui, on ne sait pas avec quels moyens l'entreprise va venir. Mais en tout cas, ce qu'on a demandé, c'est d'avoir la gamme complète. Donc, des moyens de recherche, donc des drones un peu comparables à ce que je vous ai présenté pour l'Ifremer, donc celui qui est en haut à gauche. Des drones qui vont nous amener une capacité de recherche plus large pour continuer à couvrir les zones. Et également des moyens d'identification. Les moyens d'identification, on a 3 sortes de moyens possibles. Soit un drone, mais au lieu de lui mettre un sondeur, on lui met un appareil photo. Donc c'est pareil, il fait sa trajectoire tout seul et ensuite il prend des photos. Soit on a un robot, donc la même chose, mais on a un fil qui le relie et puis le moyen est télécommandé en surface. Et on le guide du coup jusqu'à l'objet qu'on veut voir. Soit un sous-marin, comme le Nautil, qui est la même chose que le robot, sauf qu'il y a des personnes à l'intérieur. Mais en fait, à la rigueur, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'identification. Donc, après, que ce soit un drone, un robot ou un sous-marin, à la rigueur, bon, la finalité est la même, enfin, le résultat est le même. Peut-on avoir une idée de l'implication financière de ces recherches? Ou est-ce que c'est secret? Alors, je pense pas que enfin, en tout cas, donc nous, on est chargé la SECMED est chargé de la direction des opérations, mais les aspects financiers, on les a pas en main parce que c'est resté au niveau du CEMM et de Paris. Donc, nous, on n'y a pas accès. Nous, on nous donne des moyens et on les utilise au mieux. Voilà. Mais en tout cas, on n'est pas du tout en charge des aspects financiers. Donc, vous n'avez pas l'appel d'offres en direct? Non, c'est pas nous qui. D'accord. Voilà, on discute avec eux pour les spécifications. Nous sommes des opérationnels. Et derrière, on a tout l'état de la marine qui nous soutient. Et avec aussi le CHOM qui appartient à l'État. Pas inintéressant de savoir Je pense que vous aurez les éléments pour l'effort financier que fait l'État. C'est un petit peu l'idée de Je la pense que question. vous l'aurez à la fin, mais enfin, à la fin, quand les appels d'offres vont dépasser. Parce que s'ils connaissent les sommes des prêts à dépenser, peut-être que. Oui, bien sûr, c'est aléatoire. Bien sûr, c'est aléatoire. Non? Ça peut créer des polémiques. Oui, Mais après, je pense qu'après coup, je suppose qu'après coup, ce serait pas inintéressant de faire une idée. Je suis d'accord avec Hervé que ça. Enfin, quand je vois les réactions, ça peut peut-être. Non, mais je pense que c'est pas négligeable. On le sache nous, mais il ne faut pas que ça soit intérêt. Je garderai discrétion parce que je me proche déjà de temps en temps. Bon, en tout cas, c'est pas le cœur de nos préoccupations ici. Nous, à état-major opérationnel, voilà, on laisse ces aspects-là être traités au niveau aux Parisiens. Voilà. Et je voudrais, avant de céder la parole au capitaine frégate Gensien, vous dire un petit mot. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vue. Je vous l'avais présentée en février pour ceux qui étaient là. Et c'est une petite vue pour vous expliquer donc, la complexité quand même des recherches. Donc ça, c'était avec l'AUV lors des relevés d'opportunité en février, avec donc le drone de l'Ifremer. On avait cette bathymétrie, donc cette cartographie du fond, où on se disait, là, il y a une petite cuvette, là, au fond, et au sein de cette cuvette, il y a énormément de sondes douteuses, voilà, il y en a beaucoup de remontées. Et on s'était dit, bah, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à aller voir. Et donc, on avait programmé une plongée du Nautil sur cette zone. Donc, le Nautil y est allé, et il nous a dit il n'y a que des cailloux. Voilà. Et pourtant, les relevés qu'on voyait avec le drone, ça nous semblait vraiment séduisant. Donc, on le garde en tête, nous, ici. Voilà, on garde en tête cette humilité. En plus, il y a le Sanroa dont on vous en a parlé un petit peu tout au long de la présentation, qui nous incite quand même à faire preuve d'humilité, puisqu'ils ont mis quand même 1 an de recherche pour le retrouver.
avec 5 passes, encore une fois, au même endroit avant de localiser le sous-marin. Donc voilà, nous on reste, bien sûr, on est tout à fait déterminés, on souhaite trouver au plus vite, mais quand même, voilà, il faut rester très prudent et c'est ce que je voulais vous dire avant de laisser la parole donc, à notre officier de communication ici à l'Amirauté et qui va juste vous faire un petit point sur ce que nous on dit à la presse et comment on communique avec la presse. Juste pour vous rappeler les règles qui ont été établies, on vous en avait parlé en février, les règles c'est que vous êtes, vous, famille, toujours les premiers informés des décisions qui sont prises et des résultats des opérations entreprises. C'est le principe qui a été retenu jusqu'à maintenant et qui continuera à être retenu qui continuera à être retenu pendant toute la campagne. Donc voilà, quoi qu'il se passe, ce qu'on fait, ce qu'on programme de faire et les résultats, c'est vous qui en êtes les premiers informés. On envisage de ne parler à la presse qu'une fois que vous avez été informé. Ça, c'est la règle. Ça m'amène à une deuxième. Je vous disais que ça intéressait beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui continuent à m'appeler. À chaque fois, je leur dis écoutez, je vous dirai. Pas de raison de cacher ce qu'on est en train de faire, et je ne vous dirai ça que quand j'aurai la certitude que les familles ont été informées. Conséquence de ça, je sais que certains d'entre vous sont déjà sollicités assez régulièrement par des journalistes. Sachez que jamais je ne les ai renvoyés vers vous, ou jamais on les a renvoyés vers vous. C'est eux, dans leur propre travail d'enquête, qui viennent vers vous, et ce qui fait que vous gardez bien évidemment... c'est vous qui êtes seul maître et juge de la réponse à apporter. Nous, ce qu'on fera, c'est une fois qu'on une fois qu'on vous aura informé, on sera transparent sur les recherches qu'on aura effectuées, ce qu'on aura trouvé ou pas, mais en gardant toujours le principe absolu, c'est que vous êtes informé. Et juste pour clarifier un tout petit peu le paysage médiatique tel que je le vois, vous avez deux types d'intérêts journalistiques pour ces recherches. C'est soit les journalistes, grosso modo, plutôt les journalistes d'ici, parce que ce drame a marqué tout le monde et donc continue à être présent dans l'esprit de tout le monde. Donc les journalistes savent que cette histoire-là va intéresser leurs lecteurs, mais eux, ils s'intéressent à la partie actualité. Top, les recherches ont commencé, top, elles se sont interrompues, top, elles ont repris, mais ce genre d'actualité. Donc ça, c'est Martin, ça c'est France 3, c'est tous ces gens-là. Et vous avez aussi des gens qui veulent raconter l'histoire du drame de la Minerve et de cette recherche, mais sous une forme de documentaire. Et donc, sachez qu'il y a au moins un responsable du documentaire qui travaille en confiance avec la marine, auquel la marine a dit très bien, on vous connaît, pas de souci, on va travailler avec vous pour que vous puissiez raconter l'ensemble de cette histoire-là. Ce documentariste-là, c'est monsieur Thierry Marot. Donc je me tiendrai à votre disposition si jamais vous avez des questions à ce sujet, si jamais il vient vous contacter, etc. Lui a le projet de raconter l'ensemble de cette histoire-là dans un documentaire qui ne paraîtra que quelques mois ou années, je ne sais pas. Vous voyez, on est vraiment pas du tout sur la même séquence de Varmatin qui un jour va dire les recherches ont reprise, elles se sont interrompues. On est sur l'idée de raconter dans quelques mois ces documentaires que on voit parfois, on voit à la télévision quelques mois après la fin de l'histoire. Il y a d'autres, donc ça c'est typiquement les caméras de M. Marot, pour qu'ils puissent raconter l'ensemble. Voilà, par exemple, c'est les seuls qui vont peut-être placer une caméra à l'intérieur de l'Antea ou des choses comme ça. Sachant que bien évidemment, il y a une clause de confidentialité très forte, c'est-à-dire que lui, il est là pour raconter l'histoire dans plusieurs mois. Et donc, il n'a parlé à personne, il ne montrera des images, etc. Il y a deux autres documentaristes qui s'intéressent à la question. Il y a, là aussi, je vous le dis, parce que peut-être vous allez les voir arriver, et ils peuvent parfois être
pour les avoir au quotidien, ils peuvent parfois être franchement insistants. Vous avez France Inter, Madame Hernandez, qui fait elle, aussi, qui veut raconter cette histoire-là. C'est pour le magazine, je crois, Interception de France Inter. Donc là aussi, elle va raconter cette histoire-là sur le temps long. Donc là aussi, elle aidera à faire. Et vous avez un troisième documentariste, qui lui est un documentariste toulonnais, qui m'a raconté avoir assisté à la cérémonie présidée par le général sur la place d'Armes quand il était enfant, et avoir mesuré à ce moment-là la sidération que Toulon a connue à ce moment-là, et d'avoir décidé quasiment à ce moment-là de faire un document, de se continuer à suivre cette histoire-là sur le temps long. C'est les trois personnes qu'on a identifiées jusqu'à maintenant, nous ayant dit, et c'est M. Hardid. Ah oui, c'est Hardid. Ah oui. Il y en a un quatrième, alors qui, je pense, qu'il s'est manifesté, qui est la société Clark Costel et ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale en couleur, Mission Apocalypse Hitler. Alors celui-là, jusque-là, il ne nous a pas. Et alors, voilà, jusque-là, il n'est pas arrivé jusqu'à la marine parce que nous, on partage l'information entre Paris et nous. Alors c'est sûr qu'eux, ils essayent tous de vendre, de pré-vendre, et tant qu'ils n'ont pas d'acheteurs. C'est très clairement ce que vous mentionnez est extrêmement pertinent, c'est-à-dire que c'est une des règles d'une manière générale. Là aussi, vous restez parfaitement maître des témoignages que vous voulez donner ou pas donner, et la réponse non est parfaitement recevable si jamais vous souhaitez la donner. Mais nous, une des règles, c'est qu'on ne s'engage jamais auprès de quelqu'un qui a le projet de faire un documentaire on s'engage jamais de manière ferme tant qu'il ne nous a pas dit mon documentaire est acheté par. Parce que l'expérience nous a montré par le passé que entre un projet initial non acheté et parfois la nécessité de le vendre une fois qu'on l'a fait sans l'avoir pré-vendu, et bien du coup, à un moment, on part d'une idée et on en change en cours de route pour la vendre au final, et on n'est plus du tout dans l'esprit sur lequel on est parti. Donc nous, on ne s'engage que sur des documentaires pour lesquels il y a des chaînes qui ont dit moi, telle chaîne, je vous achète pour raconter l'histoire de telle manière, et nous, on dit ça me paraît intéressant. En plus, il y a une règle, c'est que de toute façon, ils n'auront pas le financement du CNC s'ils n'ont pas un préachat de chaîne. Oui. Donc pour eux, c'est très important d'avoir un préachat de chaîne, parce que sinon, le CNC prend 60% du temps à sa charge, à condition qu'il y ait un préachat. Je suis à votre disposition si vous voulez qu'on se calme, se coordonne, enfin si vous voulez qu'on partage l'information justement sur les sollicitations que vous pouvez recevoir. Voilà. C'est le point de situation que je voulais faire à cette date-là. À ce sujet-là, on briefera on a proposé à la presse d'avoir un briefing un petit peu plus simplifié que celui que vous avez eu ce matin. Ils l'auront cet après-midi. On leur expliquera entre guillemets en plus simple et en moins détaillé ce qu'on vient de vous expliquer. Je voulais vous dire d'abord que cette étude qu'on a menée, que surtout le commandant Guéry a menée, et puis la façon dont on a essayé de réunir tous les moyens les plus importants pour pouvoir réussir, ça a été pour nous assez émouvant. Alors nous, on est sous-mariniers en plus, assez émouvant. Et c'était à la fois passionnant et émouvant, si vous voulez, parce qu'on a dû vraiment tout reconstituer, tout reconstruire, et on l'a fait évidemment en pensant à vous, en se disant si on gagne tôt, c'est beaucoup mieux, mais on ne peut pas non plus vous le garantir. C'est ça qui nous triture un peu, on ne peut pas vous le garantir parce que c'est vraiment compliqué. Mais on a vraiment essayé de mettre tout de notre côté pour que ça puisse, j'espère, se dérouler bien et vite. Deuxième chose, on a beaucoup parlé de communication. Bon, il ne faut pas oublier que c'est notre ministre des Armées qui est à la manœuvre, et que ce sera elle qui sera évidemment la première, je pense. Alors, je ne sais pas si j'aurai l'autorisation d'appeler M. Faux en premier, mais peut-être que ce sera elle qui le fera. En tout cas, si je le fais, j'aurai eu son accord, parce que je pense qu'elle y tient personnellement. Donc c'est très important que vous sachiez ça. Ça peut peut-être induire un tout petit peu de délai, mais vous ne le saurez pas, parce qu'en fait, de toute façon, nous, on aura consolidé, et puis évidemment, il faudra qu'on ait consolidé l'information pour ne pas vous donner de fausses espérances. Donc il y aura, c'est comme ça qu'on va travailler. Et puis moi, j'ai votre portable, donc c'est facile.
Je passerai bien entendu par M. Fauve qui lui vous adresse à tous, de façon à ce qu'on puisse être certain que personne n'est laissé sur le côté sans avoir été mis en... Voilà. Et après, il y aura à déterminer, et ça sera avec la ministre, avec vous, qu'est-ce qu'on se donne comme laps de temps avant de prévenir la presse. Parce qu'on n'est pas obligé de dire tout de suite, vous voyez, il y a une affaire de deuil, il y a pas mal de choses. Et ça, ce sera à vous de définir, je pense, comment on gère cette partie pour laquelle la presse n'a pas forcément besoin d'être dedans. Mais qui, comme on a dit, est à l'affût et ne sera forcément pas... Oui, mais après, vous essayer d'être un peu... Voilà. Nous, en tout cas, on essaiera d'avoir un comportement transparent pour qu'il n'y ait pas donné d'indices sur la situation de la presse qui vient de nous harceler, quoi. C'est ça qu'on essaiera de faire. Voilà un peu dans quel esprit on se place. Parce que sinon, c'est pas... Par contre, alors, ce qu'on va faire, évidemment, c'est avant la fin de l'été, au plus tard, avant la fin des recherches de cet été au plus tard, bien sûr, on vous réunira. J'espère qu'on le fera beaucoup plus tôt. Mais il y aura au plus tard, à la fin de cette campagne, pour vous faire un bilan de ce qu'on a vu, pas vu, enfin, etc. Bon, on arrive assez bien, il suffit de rien dire, Voilà. et puis il ne téléphone pas. Ouais. Et Ils peut-être... finissent par se lasser. Non, mais sinon, ils appelleraient tous les jours. Donc, ils Ouais. ne peuvent pas vivre que de ça, donc ils ont d'autres articles. Oui, oui, Et exactement. ensuite, je crois qu'ils comprennent assez bien quand on leur explique. Et si vous dites, voilà, par exemple, vous pouvez leur dire, je ne sais pas, mais leur dire, moi je n'exclus pas de vous raconter l'émotion qui a été la mienne, etc. Mais je ne le ferai que, par exemple, que quand on aura retrouvé le... Oui, vous pouvez dire ça, et comme ça vous vous achetez au moins, vous vous achetez un peu de temps tranquille pendant... pour éviter d'être harcelé, et ensuite, voyez. Voilà. Est-ce que... Oui, je vous en prie. Non, je voulais vous demander si les explications, qui sont parfois un peu techniques, ont été suffisamment claires pour... On peut revenir sur des points si vous voulez. pour revenir sur les points. Féliciter parce qu'il y a un sacré boulot d'analyse et Ah bah c'était Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. C'est impressionnant de voir que 50 ans après, avec tous ces documents, d'arriver à réanalyser les retraités. Ouais, les chaînés. Oui, parce qu'il y a 20 cartons, je sais pas. Et 20, vraiment, c'est. Bon, peut-être une quinzaine. Non, ça, moi j'y suis allé, on m'a vu au vote il y a 12 ans. Peut-être qu'on ne va pas tout montrer. Bon, je pense que... C'est avant que ça soit déclassé. La déclassification, elle date de l'été dernier, Ouais, par décret. Moi j'avais 5 ou 6 cartons. Et donc, du coup, vous avez probablement accès à cette époque-là à uniquement tous les documents qui étaient confidentiels de défense. Vous n'y avez probablement pas accès, alors qu'aujourd'hui, tout est déclassifié sur la Minerve. Donc, tout est libre d'accès. Ça a permis effectivement à Thomas d'aller faire un travail de fourmi. Après, il y a plein de choses, moi je comprends. Ce qui était réellement déterminant, c'est l'implication, comme je l'avais dit, Du général, oui, alors, il y a le CEA qui a été on vous dira après, déterminante. quand on aura trouvé, qu'il faudra vraiment remercier. Je pense que le CEA sera parmi les premiers. Parce que l'amiral Mouton, qui est un sous-marinier qui est au CEA, dès le début, je l'ai appelé, il m'a dit, écoute, je vais aller voir tous les anciens, après il a travaillé avec le commandant Guéry, et ils ont mis leur penseur sur l'affaire, ils ont mis leur calculateur tout récent sur ces signaux secondaires, j'ai rien compris ce qu'il m'a expliqué, mais ça doit être très compliqué, etc., qui ont quand même permis pour nous de réorienter vers une zone auquel finalement personne n'avait vraiment pensé, parce que tous les indices portaient plutôt au nord-ouest. Et donc, et ils sont, alors ils ne peuvent pas être sûrs à 100%, bien sûr, mais avec ces nouveaux moyens de calcul, avec ces silos secondaires, ils sont assez confiants dans ce grand carré qu'on vous a montré, qui est un peu comme ça, là. Ce grand carré, et c'est pour ça qu'on va commencer par là. Et puis l'analyse des courants de fond aussi. Les courants de fond, alors ça c'est C'était un truc qui perturbait beaucoup. Quand on disait, on ne comprenait pas qu'est-ce que ces tâches faisaient ce qu'ils voient. Ah ouais. Mais là, il a été subtil, il n'a pas dit au chauve où est-ce qu'on pensait que ça pouvait être, de façon à ce qu'on puisse avoir une interprétation complètement neutre. Et on voit bien que peut revenir Parce qu'à Paris, en février, ils ont dit, on est sûr que les tâches d'hydrocarbures n'avaient rien à voir. C'est ça. Donc ils ont été catégoriques. Et puis dans les trucs qu'on a vus, parce que- toujours lu, c'était ok ça. parce qu'ils se sont dit c'est pas possible. Oui, c'est Parce ça. que c'est au nord, parce qu'il y a le Mistral, Ça donc collait pas. normalement ça aurait dû être beaucoup plus de projets. Or en fait ils ont, il
oublier qu'avant d'arriver en surface, ils ont fait tout ce... Parce que moi, en relisant les témoignages, je me dis comment ça se fait que ça ne soit pas possible? Parce qu'ils ont l'air catégoriques. C'est ce que dit... Ces tâches sont dirigées vers l'est après. Ces tâches, en fait, elles sont Une fois qu'elles remontées. sont en surface, Donc, il y avait Après, une fois il y a qu'elles plus de étaient vent en le lendemain. surface, il y a le Mistral qui est le Mistral les ramener vers le sud-est. Oui, c'est ça. en fait, le lendemain, donc il faisait très mauvais, mais la météo s'est améliorée dès le lendemain. Et donc, en fait, probablement, les tâches sont restées à peu près à la même position. Enfin, elles ont été prises par les courants, mais en tout cas, le vent n'influait beaucoup moins que le jour de l'accident. La difficulté, c'est qu'en effet, il y a eu un certain nombre de bâtiments qui ont été mis sur place, engagés, et alors ça fait énormément de comptes rendus, certains comptes rendus peuvent être gênants. Typiquement, une nappe observée, un bateau, la Bourdonnière, je crois, lâché un foscar, donc une bouée en fait, et qui a été récupérée 6 heures après par un bateau. Donc, et là, on voyait le chaînage. Donc ça c'est un élément brut. Enfin, on ne peut pas ne pas le considérer. Et puis certains témoignages, comme vous dites, quand vous avez des margas, enfin des gens, c'est le métier de savoir ce que c'est que du gazole et des enfin, de temps en temps, il faut pas. Et ça, c'était la conviction de certains nombres d'ingénieurs généraux, notamment, qui disaient voilà, on ne peut pas exclure et il y avait quelque chose qui nous échappe, une certaine humilité. Voilà. Et puis il y a encore des domaines qui nous sont inconnus. L'analyse de l'époque, quand on la regarde, en effet, mais elle se tient, enfin, elle donne une logique implacable. Et donc, avec les principes de ce qui rentre et ce qui sort à une échelle donnée, on aurait fait la même il y a 50 ans. Enfin, je pense que là-dessus, les choses ont vraiment été vraiment très travaillées parce qu'on estimait mal la durée de remontée des bulles, par exemple. Ça, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est 20 heures d'influence, forcément, ça provoque une dérive plus importante. Vous avez parlé du Sorbonne, pardon. La méthode de travail pour retrouver ce sous-marin, ils ont utilisé la même que la vôtre? Alors, pour la localisation, en effet, la localisation de l'implosion, c'est faite par un système, un réseau d'observation, un peu comme dont le CEA a participé, qui est là en fait pour détecter les secousses sismiques qui pourraient être provoquées notamment par des essais nucléaires. Donc c'est des choses qui sont, c'est pour ça que c'est le CEA qui a des capteurs. Et donc ils ont identifié, l'avantage c'est que là il y avait une croix, parce qu'il y avait deux axes. Alors une croix, on aime mieux les points par trois relèvements, vous savez, en général c'est plus précis, mais là une croix c'est déjà mieux que là ici on n'a qu'un fuseau parce qu'on n'a pas de croix. D'où cette espèce de fuseau que vous avez vu. Donc le San Juan, ils ont effectivement pu chercher sur une zone qui était en gros circulaire, je pense, avec une incertitude, avec comme inconvénient, c'est que c'était sur le tombant. Et c'était très très rocheux. Très rocheux. Cet organisme, il date de 96, il n'existait pas avant, mais c'est un peu le même principe. Et c'est aussi la motivation des équipes du CEA, enfin, on l'a raconté au quotidien, les personnes qui travaillent, qui ont l'habitude de travailler justement sur des essais nucléaires, sur en précurseurs de tsunamis, de choses un peu catastrophiques, là, ils étaient investis de cette mission, ils se sont engagés à fond et ils ont fait un travail remarquable. Ouais. Ah ouais, ils ont été super. D'ailleurs, ce sera intéressant, mais on verra quand l'histoire sera finie, j'espère bientôt, c'est d'aller peut-être visiter au CEA ces gens-là, voir ce qu'ils ont fait, etc. Voilà. Je vous pose une question compte tenu du fait que vous êtes sur une zone où vous dites que pas du tout, on n'a jamais investigué. On ne risque pas aussi d'avoir la surprise de découvrir un nombre plus important que prévu d'épaves. Peut-être 10, 15, 20, 30. Oui. C'est pas impossible. On commencera par celles qui ont les formes qui nous laissent penser. C'est pas impossible, mais quand même, historiquement, on n'a pas beaucoup de naufrages dans ce coin-là. C'est loin des axes de navigation aussi. Ouais. Les Américains, les avions de la Seconde Guerre mondiale sont proches de la côte. Mais bon, mais c'est un effet, c'est un risque potentiel. Ouais. C'est pour ça que ce sera le point d'identification après. C'est là que... Dans la zone de 30 km² de février, on n'a retrouvé aucune épave. Ouais. Bon, après, ça ne veut pas dire que... Il y a beaucoup de zones justement où il y a pas de sédimentation, puisque je pensais que ce phénomène géologique est le même dans tous. Ah oui. Si on extrapole le groupe, c'est la même chose.
Oui. C'est ce que nous dit, c'est ce que nous dit le CHOM, oui. Ça, c'est plutôt bien parce que, effectivement, on a vu au février que même des amphores qui doivent être très vieilles, hein, il y avait des belles amphores. Il y avait des vieux fûts, des caisses. Je sais plus si C'était au au début. une cheminée, je crois. Oui, il y avait une cheminée. Voilà. Et on avait vu des objets qui avaient au moins 50 ans et qui étaient posés. Donc, voilà. Oui, parce que c'est pour être de la base, non, c'est plutôt du sable assez dur. Donc ça, Pour vous encore vous conforter sur ce point-là, le sous-marin Nautil qui a fait des plongées en février, en fait, il est lesté avec des plombs. Donc au début, on le met à l'eau un peu surplombé. Puis quand il arrive un peu juste à la limite du fond, il largue ses plombs. Et ensuite, il se retrouve à l'équilibre. Et à la fin, pour remonter, il largue encore des plombs. Et donc, les plombs qu'ils ont largués en arrivant près du fond, ils se sont posés sur le fond. Ils ne se sont pas enfouis. Voilà, donc, a priori, c'est encore un élément qui peut vous aider à ressentir ça. C'est ce qu'on espère. Voilà. Une question un peu plus historique. Vous avez une idée pour laquelle en 70, on arrête en 70, et que jamais on n'a pas su avec plus de opiniâtreté. Vous retrouvez? Je crois qu'ils avaient. Alors, combien de temps on a mis pour retrouver l'Eurydice? 10-15 jours. 10-15 jours. En fait, l'Eurydice, c'est un peu différent parce qu'en parallèle, on n'a pas trop évoqué, mais en parallèle, on a travaillé justement pour savoir ce qui avait été déterminant. L'Eurydice, ce qui avait été déterminant, c'est que quasiment on l'a trouvé le jour même parce que c'était une zone beaucoup plus concentrée. Ils ont donné l'alerte dans les 10. Exactement. Voilà. Et il y avait eu un contact, le Patmar était encore vol. Il y a beaucoup de choses qui sont très. C'était en 70. Les stations sismiques étaient peut-être davantage alertées par ce qui s'était passé. Voilà. Après, de 68 à 70. Ils sont remontés en fait par rapport à l'Eurydice pour essayer de refaire les mêmes calculs, le professeur Rocard. Voilà, moi je dis refaites, essayez de retrouver à partir du signal avec les nouveaux moyens pour valider la méthode. Mais à l'époque, ils ont cherché au nord en fait. Et on n'avait pas ces moyens de plonger qu'on a aujourd'hui, ces drones, etc. Donc, Et en 2 ans, ça a mobilisé un nombre de moyens au niveau de la marine avec un suivi, avec une énergie. Et je pense qu'on peut raisonnablement dire que toutes les cartes en main avaient été abattues. Et puis, à partir de 2000 mètres, pour le coup, des moyens même innovants, le Cousteau, la Troïka, vous voyez qu'on était un peu limite technique. Donc, limite technique plus 2 ans de recherche qui n'avaient pas permis de trouver. Moi, parce que je comparais, j'ai lu, je suis en train de lire, ils avaient fait pour le Dakar israélien. Finalement, ils ont mis en place une espèce de commission d'enquête, mais qui ne s'est jamais arrêtée. C'est-à-dire qu'elle a duré 30 ans. Ah oui. Et pendant 30 ans, ils n'ont pas fait des plongées pendant 30 ans. ils ont continué, ils ont laissé la population. Ils ont leurs hypothèses. Je crois que c'est des choses que les journalistes vont probablement, des questions qu'ils vont probablement nous poser, c'est-à-dire que ce délai n'appartient pas Pourquoi sur le secret défense. Mais tous ceux qui ont été cette table ont été aux archives, à Vincennes, ici, se sont posé la question. Et tout ce qu'on a trouvé ne nous laissait pas penser que le secret défense s'imposait. Loin de là. Et ce silence de la marine pendant 50 ans n'a pas facilité le deuil des familles. Et des questions qu'on va nous poser, certainement, les journalistes sont à l'affût de l'émotion, et ils vont dire comment vous avez vécu cette espèce d'omerta qui contribue à accentuer la douleur des familles. Ça, je suis premier, enfin tous autour de cette table, nous l'avons subi. Oui, parce que ça crée du doute. Et cette démarche collective qu'on a tous eue au moment du 50e anniversaire, elle aboutit très bien. Mais il s'était dit aussi, avant cet anniversaire, que, c'est de la rumeur, je ne sais pas comment il faut analyser ça, on avait laissé planer l'idée que le délai de 50 ans pourrait être prolongé. Bon, ce qui était probablement une fadaise, mais c'est quelque chose qui a été, qui alimentait à la fois la théorie du complot, il y en a eu là-dessus. Je comprends, et il y en a toujours. Voilà. Les journalistes sont friands, bien sûr. Donc là, on va avoir droit à comment vous avez fait pour gérer votre deuil pendant... Oui, c'est sûr, ça ne va pas être facile. Hein. Non. En tant qu'ancien journaliste, mais quand j'étais à l'Express, j'avais été invité à déjeuner par Arsène, parce que j'ai demandé de lever ce
souviens, je savais pas regarder l'histoire, mais j'ai eu un déjeuner surréaliste à Taverny, au 6e sous-sol. Non, à Lilong plutôt, non, Non, à Lilong, à Houille. Oui, c'est ça. Taverny, c'est l'armée de l'air. Voilà, non, oui, c'est bizarre, ils vont rentrer et vont descendre. Oui, c'est ça, absolument. Ça fait assez bizarre. Et nous, à chaque fois, je me disais, mais pourquoi on ne voit pas le ciel? Et personne me disait, mais arrêtez de prendre les couvertures, il va leur dimensionnement. Il n'y a rien dedans. Je veux dire, s'il n'y a rien dedans, voilà. Oui, c'est ça, c'est le constat qu'on a Et tous. non, on ne peut pas. Et pourquoi? Parce qu'on peut pas. Donc il y a quelque chose dedans. Non, il n'y a rien dedans. Mais c'était. Et quand on sort de là et que vous êtes journaliste, vous dites, attendez, Ouais. on ne peut pas autrement penser autrement. Donc, Ouais, bien sûr. et c'est pour ça que quand je l'ai vu, Non, moi, mais, j'étais souvenir en 2007, la journée de Ouais. Vous avez sollicité Pierre Messmer lors d'une cérémonie avec les Saint-Louis, avec les familles, des cérémonies. Et il a répondu que malheureusement, il ne peut pas se déplacer. Son emploi du temps ne le permettait pas. Et nous, on l'avait rencontré. Pour les 30, pour les 20 ans, pardon. Pour les 20 ans. On l'avait rencontré quand même. Et vous les avez d'ailleurs, il avait un peu mélangé. Vous savez, il avait même tous les photos parce que vous êtes sorti avec un code barre. Et qui s'est c'était, etc. Parce qu'il était âgé, je pense qu'il avait un peu mélangé. En tout cas, Je pense que les choses se sont clarifiées grâce à notre ministre, et grâce à vous d'ailleurs, et donc on est content en tout cas nous de participer à cette aventure, qui est une aventure émouvante comme je vous l'ai dit, mais aussi extrêmement motivante, parce que ça nous oblige à réfléchir et on avancera. Grâce à cette affaire, on avancera aussi dans la connaissance d'un certain nombre de choses, dans les méthodes. Je ne souhaite évidemment pas qu'on ait un nouveau drame de ce genre-là, mais il peut y avoir d'autres choses qu'il faudra qu'on recherche sur l'eau. Et tout ce qu'on fait là, ça nous permet d'apprendre énormément aussi. On a beaucoup progressé. Le ministre avait rencontré la veille. Je crois qu'il devait débarquer l'entraîneur, il devait débarquer l'officier d'entraînement. On fait ça très souvent ici, tout le temps, aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez un officier qui vient juger de la façon dont l'équipage est entraîné, donc ça s'appelle un officier entraîneur, et qui débarque en général au ras des vignettes, c'est-à-dire juste derrière la grande jetée, qui embarque là et qui débarque 3-4 jours après, une fois qu'on a fait les exercices. Et puis après, parfois il y en a un autre qui vient, parce qu'on a besoin d'avoir différents... Ou ça peut être aussi, quelqu'un qui, pour l'inspection générale, l'amiral qui veut... En fait, on a des passages au ras des vignettes, les sous-marins actuels, ils en font en début de cycle. La veille de la rentrée, ça paraît. En fait, c'est une opération très routinière qui se fait en fait dans les entraînements pour la simple raison que c'est un officier qui entraîne tous les sous-marins. Donc là, sur les Daphné et les équipages, et donc c'est une personne qui fait, donc là, il revenait de 6 ou 7 jours de mer. S'il le multiplie sur les 7 sous-marins, dès qu'il y a un moment pour le débarquer, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, on débarque. Sinon, cet officier il passe 365 jours sur les bateaux. Donc on optimise. Voilà, c'est vraiment là, voilà. Mais l'avantage d'avoir eu cet entraîneur, il a pu témoigner sur le niveau d'entraînement de l'équipage qui était, voilà... ça vous a permis après de faire un point de... Exactement, et ça nous a permis de... Ça nous a permis de faire cette... Il est décédé en 2001. Tu as des témoignages? De lui, je dois voir son épouse dans pas longtemps. Alors, d'après ce qu'on m'avait dit dans la famille, c'est qu'il avait une super rage de dents et qu'il voulait rentrer. Il a fait ça aussi. Ah oui, Voilà. Bon, bah écoutez, merci. on va y arriver, mais bon, j'aimerais bien être formel, mais je ne peux pas être formel. Alors, quand je retrouve. Non, je parle de tout, mais si je ne sais absolument pas, mon successeur continuera. Et puis eux, alors lui, il ne sera pas là, mais il reviendra, parce qu'il va travailler il va partir travailler chez Monaco Marine, c'est officiel maintenant. Oui. Voilà, en face. Mais il reviendra parce que vu son investissement, ça va être
aérienne, et puis le cordon redouté, il reste. Donc la continuité sera assurée. Bon, bah écoutez, merci en tout cas d'être venu pour recueillir ces éléments, et puis on vous tient au courant via vous.